Ah, c'est le problème que j'ai tout le temps. Il y a des gens qui me contactent, ils me disent, j'ai remarqué que tu t'appelles Willis Crypto. Tu connais la crypto. C'est bizarre. Donc, j'étais en train de dire que actuellement dans le marché crypto, on a plutôt eu un mouvement qui est, je vais dire, peu drôle, inerte. On n'a pas de liquidité de façon générale. Bon, quand je dis pas de liquidité, c'est-à-dire qu'on n'a pas des grosses impulsions d'achat. Par contre, nous sommes dans une grosse phase corrective et c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Vous savez, si justement, après toute la hausse qu'il y a eu, on avait un Bitcoin passé de pratiquement 20 000 à 48 000 $, comme ça, avec toute la spéculation relative aux ETF, s'il n'y avait pas une grosse correction derrière, et quand je dis grosse correction, ça sous-entend que ça fera du sens que l'on vienne encore chercher des niveaux relatifs à 30 000, à 30 000 $. Et quand je dis 30 000 $, c'est entre 30 000 et 40 000 $. Donc, une marge relative à 33, 35, 36. Mais bien évidemment, là, on voit que le prix, il est plutôt en train de stagner sur le niveau des 40 000 $. Donc, on a touché un support qui est assez intéressant, c'est le support de 40 000 $. Maintenant, après, là, on estime que là, le marché va d'abord respirer, une certaine respiration qui est tout simplement liée au fait qu'il y a eu trop de tendances spéculative. Et quand j'ai dit une fois de plus trop de tendance spéculative, si ce sont les ETF, c'est tout ce qui était rattaché. Alors très certainement pour les personnes qui sont dans le marché, ça a été un moyen de très certainement penser que oui, on allait avoir un Bitcoin à 50 000 $. Mais c'est comme je vous disais, que ça allait être trop tôt. D'accord? À mon sens, ça allait être trop tôt. C'est-à-dire que même si on touchait 50 000 $ avec toutes les approbations et autres, il fallait quand même prendre en compte qu'un Bitcoin à 50 000 $ en janvier seulement, ça aurait été vraiment trop tôt. Voilà, ça aurait vraiment été trop tôt. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, je vous disais qu'il y a des zones qui sont très significatives, il y a des zones qui sont très intéressantes et très importantes. Et quand je parlais en termes de zones, je mettais surtout en évidence sur Bitcoin le niveau relatif à 30 000, le niveau relatif de 30 000 à 40 000 $. Et pour ceux qui se souviennent, donc pour ceux qui sont généralement réguliers dans les lives, je vous disais que n'oublions pas que le niveau de 30 000 $, ce niveau-là, d'accord? Parce que lorsque nous sommes allés en bear market, c'était dans ce niveau. Donc le niveau précisément de 30 à 40 000 $. Donc ce niveau-là, il est tellement significatif et important que l'on ne pourra pas se débarrasser aussi facilement de lui que ça. Pourquoi? Parce que ça constitue une zone assez intéressante dans ce sens où, une fois le niveau des 40 000 $, 30 à 40 000 $ passé, ça sous-entend qu'on atteint directement le niveau des 50 000 $. Or, si on atteint le niveau des 50 000 $, nous ne serons plus loin de l'ATH de Bitcoin, qui est sensiblement égal à 69 000 $. Donc, si on fait un arrondissement, on va dire 70 000 $. Maintenant, après, les prochains niveaux seront très certainement le niveau de euh, 70, 80 et par extension 115, 120. Je préfère être modeste en ce sens-là et pas aller dans une tendance de spéculation. C'est vrai qu'après, en termes de spéculation, ça pourrait aller plus loin, mais déjà, 80 à 120 $ au bull market, c'est ce qui est plus que raisonnable. Donc, pour qu'on aille là-bas, il faudrait tout simplement de la liquidité. Maintenant, après, ce que l'on comprend, c'est que l'acceptation des ETF ne sous-entend pas immédiatement que justement le marché va repartir à la hausse. Quand on a parlé d'acceptation de ETF spot Bitcoin, c'est vrai que ça a engendré de la liquidité dans le marché. Bon, maintenant, après, il aurait fallu garder la tête sur les épaules pour comprendre que cette liquidité, c'était une liquidité de lancement. Maintenant, il y a une liquidité relative au cas d'utilisation. Et quand je dis au cas d'utilisation, c'est très certainement une liquidité où les volumes vont s'accentuer au fur et à mesure que l'on va avancer, au fur et à mesure que les gens vont comprendre, premièrement, ce que c'est. Parce que, justement, quand on parle d'ETF spot Bitcoin, on met en évidence la réglementation. Si on met en évidence la réglementation, on met en évidence aussi le fait de connaître Bitcoin, donc de l'étudier. Et si on l'étudie, il faudrait que les investisseurs qui attendaient une légalité pour investir dans le Bitcoin prennent conscience de la situation et de l'histoire. Et à partir de là, maintenant, petit à petit, comme la compréhension devient de plus en plus fluide, ça s'entend qu'on a maintenant des investisseurs de plus en plus conscients. Et s'ils sont de plus en plus conscients, bah, par effet direct, ça sous-entend que l'investissement dans le marché crypto sera beaucoup plus prisé, mais moins volatile. Pourquoi beaucoup plus prisé, mais moins volatile? Moins volatile parce qu'en fait,
faut comprendre que ce qui va créer une certaine impulsion, c'est parce que les gens vont injecter la liquidité dans le marché en ayant peur de passer à côté. Or, si tout le monde est plus ou moins instruit, c'est-à-dire que l'investissement est maintenant raisonné. Et si c'est raisonné, ça va créer un manque de volatilité. Alors que la volatilité, c'est tout ce dont on a besoin pour s'enrichir. D'accord? On a besoin de volatilité, on a besoin de fortes impulsions, de forts mouvements. Donc là, on s'approche, pour un peu être plus clair, pour être un peu plus précis, on s'approche d'un marché qui sera, au fur et à mesure du temps, plus en plus conscient. Et cette conscience va engendrer le fait que on va, plus il devient liquide, donc plus il a de la liquidité, on va de moins en moins avoir la force de déplacer le marché, de créer des manipulations. Et ça sous-entend que c'est vrai que le marché sera moins manipulé, mais par effet direct, sur les investisseurs, ce sera de plus en plus difficile de faire les statistiques incroyables. Ça veut dire que si on pouvait faire 1000, 1 fois 100, 1 fois 1000, 1 fois 10 000, si on pouvait enregistrer des millions de pourcentages comme certaines crypto-monnaies eurent à faire, en 2000, de 2013 à 2021, bah, il faut savoir que entre 2025 à 2030 et toutes les années qui arriveront, ça va devenir de plus en plus complexe de bouger le marché. C'est pourquoi, quelque part, on pourra parler aux gens des dernières chances. Bon, quand on dit dernière chance, ça ne sous-entend pas que le marché crypto va mourir demain. Non, ça veut seulement sous-entendre que plus on avance, plus le marché deviendra de moins en moins manipulable, de plus en plus liquide et par conséquent, on va maintenant rentrer dans des cas d'utilisation propre de la blockchain. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se mettre à utiliser la blockchain normalement et tout ce qui va avec. Et du coup, à partir de là, bah, ceux qui apporteront encore certainement de la valeur, ceux qui seront restés dans le marché, ce sont certainement les personnes ici qui auront su, outre la spéculation, s'adapter, proposer des valeurs, tout bien évidemment en développant des compétences. Voici pourquoi dans le canal privé, je vous disais que, outre le fait d'investir dans le marché crypto, vous savez, quand vous investissez dans les crypto-monnaies, quand vous investissez en bourse, vous investissez dans les actifs à haut risque, vous investissez surtout dans un investissement que vous ne contrôlez pas. Parce que celui qui décide de mettre de la liquidité dans Ethereum, il ne contrôle pas l'écosystème Ethereum. Il décide seulement de faire confiance à Ethereum. D'accord? Alors que la liberté financière, c'est surtout le fait d'avoir le contrôle sur le business dans lequel on se lance. C'est pourquoi je vous disais que prenez la crypto-monnaie comme un levier, c'est très bien. Maintenant, après, il faudrait que vous soyez capable de vous dire que, outre la crypto, comment est-ce que je peux faire pour non seulement accroître mon patrimoine, mais par la même occasion le stabiliser. Pourquoi? Parce que à un moment donné, quand on cherche de l'argent, on n'en a pas encore, donc on peut prendre tellement de risques. Mais quand on en aura beaucoup, on ne va plus aller prendre des risques ici et là n'importe comment. On aura plutôt tendance à le fructifier en prenant moins de risques que possible. Donc, on va faire quoi? Chercher l'argent. Une fois on a eu cet argent, on va chercher à le stabiliser. Donc, on va chercher, quand je dis le stabiliser, c'est se stabiliser. Parce que le plus compliqué, ce n'est pas toujours de devenir riche, mais c'est d'y demeurer. Donc, de rester à un certain seuil. Donc, tout ça, c'est très important. Il va falloir prendre ça en compte. Voici pourquoi je parlais aussi de la relativité dans l'investissement. La relativité dans l'investissement, en crypto-monnaie, sous-entend qu'il y a plusieurs scènes qui peuvent être mises en évidence. Voici pourquoi, si vous avez mis les pieds à l'intérieur depuis 2000, 2021 ou encore l'antépénultième année, il faudrait tout simplement comprendre que votre implication doit être telle du début jusqu'à la fin. Et ça, on a vu que ce qui maintient, ce qui permet d'avoir une certaine consistance, c'est très certainement la discipline. Oui, parce que celui qui est motivé dans le marché crypto, c'est sûr qu'il ne va pas survivre. C'est sûr qu'il ne va pas survivre. Pourquoi? Parce que, outre le fait d'avoir une volatilité, genre, enfin, outre le fait d'avoir des gains, quand les pertes, donc quand la chute vient, n'y étant pas de façon naturelle et environnementale préparée, on aura tendance à se décourager. Donc, c'est tout ceci qu'il faut prendre en compte. Là, par exemple, au niveau news, on a Tether, l'USDT, imite MicroStratégie et accumule des bitcoins comme jamais. Alors, cher ami, vous avez déjà certainement entendu parler de la bitcoinisation. Et vous avez aussi certainement entendu parler du fait euh, de la course à l'acquisition de bitcoin. Bon, quand je dis l'acquisition de bitcoin, ce sont, d'accord, les bitcoins ont encore des satoshi, mais pas de tout le réseau, pour être un peu plus précis. Et donc, actuellement, quand on regarde un peu le discours politique, le discours géopolitique,
quand on regarde le discours des personnes particulières et des personnes morales sur les actifs à haut risque et précisément le Bitcoin, on a plus tendance à avoir un discours relatif à un Bitcoin conservateur de valeur. Bien. Maintenant, ce Bitcoin conservateur de valeur pour certains et actif inutile, basé uniquement sur de la spéculation pour autres, sous-entend que ça va attirer très certainement des investisseurs. Donc, chacun va chercher à avoir sa part du lot. Et donc, la quête de sa part du lot, la part qui serait d'ailleurs la plus intéressante, on va avoir ce que l'on va appeler tout simplement la course à l'acquisition des Bitcoins. Alors, ici, quand je dis course à l'acquisition des Bitcoins, si vous voulez, vous pouvez transposer ça à la course et à la création des blockchains, d'accord? C'est plus ou moins la quête de quelque chose, vraiment une certaine proposition de valeur, une certaine, bon, dans le cadre, c'est plus une sorte de sécurité. Quand je dis sécurité, ça veut dire qu'à l'avenir, les gens qui auront une certaine quantité de Bitcoin en fonction de la valeur que Bitcoin va prendre, et on a vu que la valeur de Bitcoin va beaucoup jouer un rôle, même au sein des mineurs. Car au fur et à mesure que l'on avance, on aura tendance à avoir moins la récompense des mineurs en ce qui concerne le halving sera de plus en plus restreinte jusqu'à ce que l'on mine le dernier Bitcoin qui est prévu pour l'an 2140. Donc, vous voyez que si on prend tout ceci en compte, bah, tout ne va plus se jouer sur la quantité de Bitcoin, mais la valeur de l'actif. Donc, même pour les mineurs, la récompense sera tout simplement accordée ou encore assurée. Bon, pas accordée, mais garantie ou encore assurée en fonction de la valeur des Bitcoins. Donc, tout ceci, c'est un truc qu'il faut prendre en compte. La course Bitcoin, l'entreprise de Michael Saylor MicroStrategy est leader incontestable de l'accumulation de Bitcoin, avec un trésor de 189 150 BTC. C'est beaucoup, hein? Mais de plus en plus d'autres sociétés ont commencé à copier sa stratégie qui consiste à considérer beaucoup comme qui consiste à considérer Bitcoin comme une réserve de valeur. L'émetteur de stablecoin USDT, Tether, a ainsi accumulé un joli protocole dont le roi des cryptos. Bon, Tether déjà, ça met en évidence les stablecoins. Quand je dis stablecoin, c'est-à-dire que c'est le plus gros stablecoin du marché. Donc, euh, c'est comme je vous disais, chacun cherche à avoir en son sein tout simplement, quand je dis en son sein, c'est un peu vulgaire, mais chacun cherche à avoir dans son portefeuille une certaine quantité de Bitcoin. C'est ce qui est très intéressant. Alors, Bitcoin se calme. EGLD et les altcoins vont-ils en profiter? Bon, pourquoi EGLD spécifiquement? Écoutez, à l'heure actuelle, il y a pas mal de mises à jour sur... enfin, quand je dis mise à jour, c'est un peu abusé, mais il y a une évolution sur tout le réseau multivers X. D'accord? Ce qui est très important. Alors, moi, Multivers X, bon, il faut savoir que dans le marché crypto, il n'y a que des convictions à l'heure actuelle. Pourquoi? Quand j'ai dit conviction, c'est-à-dire que nous sommes à une phase expérimentale. Donc, vu que personne n'a la science infuse, vu que personne ne sait réellement ce qui se passera demain, on n'a que des, que des arguments, que des points de vue, que des appréhensions que des analyses qui, pour la grande majorité, devraient être des analyses purement logiques. D'accord? Donc, on n'a que ça. Et en ce sens-là, chacun y trouvera dans un protocole un certain avenir plus que d'autres. Et ça amène tout simplement à la question de la viabilité des projets en fonction de la valeur ajoutée qui est proposée au sein de marché. Multivers X. Faut pas oublier. En fait, quand on voit Multivers X, faut prendre en compte le fait que Multivers X est venu avec une révolution en ce qui concerne, je ne sais pas si je vais dire révolution ou une évolution, en ce qui concerne la scalabilité. Et quand je dis scalabilité, c'est-à-dire que on est toujours dans le même problème. D'accord, la résolution, on est toujours dans le trilemma, donc dans le trilemme de la blockchain. Et Multivers X jusqu'ici, pour mener à bien cette mission en ce qui concerne l'équilibre en parlant du trilemme de la blockchain, a proposé une innovation. D'accord? Cette innovation, c'est ce qu'on va appeler le state sharding, donc le sharding d'état. Euh, tout ceci, ça a toujours été dans le but de permettre à ce qu'il y ait une certaine scalabilité parce que nous sommes toujours dans un contexte de course à la création de blockchain, à la congestion de Bitcoin et Ethereum. Donc, vous voyez que là encore,
ça reste très intéressant et très important. Donc, pour moi, encore une fois de plus, c'est un très bon projet. C'est un projet qui propose des solutions. Écoutez, plus on avance, moi, ça ne m'étonnerait pas que, euh, il y ait des crypto-monnaies qui dépassent Bitcoin en termes de prix. D'ailleurs, même pour ne pas aller loin d'abord, ça ne m'étonnerait pas que Ethereum dépasse Bitcoin en termes de prix. Pourquoi? Parce que Bitcoin, c'est la révolution même de la chose. Maintenant, après, il faut des évolutions. D'accord? Il faudrait que lorsqu'on parle de 10, 30 ans, écoutez, ce sera plus autant facile de manipuler Bitcoin. Mais il faudra quand même des protocoles qui ne sont pas seulement vus comme des réserves de valeur, mais que l'on pourra utiliser avec la vitesse la plus, enfin, la vitesse que possible. D'accord? Donc, c'est à partir de là que, à côté de Bitcoin et Ethereum, il y aura des évolutions. Et quand je dis évolution, écoutez, il ne faut pas seulement voir le prix, hein, il faut aussi voir la proposition technologique. Car jusqu'à preuve du contraire, il y a des projets qui, technologiquement, vont être très intéressants, mais ils n'auront pas nécessairement le prix, en fait, de token même, de, tous les, de l'écosystème qui est performant, ne va pas nécessairement prendre de la valeur. D'accord? C'est très certainement pour des raisons tokenomiques. Est-ce que l'économie favorise la prise de valeur du jeton ou est-ce qu'il y a trop de jetons qui sont par exemple mis en staking? Donc ça crée un problème d'utilisation concret vu que tout est tout le temps verrouillé. Donc de façon générale, il y a tout ce qui va venir en compte et vous allez voir qu'il y a des layers one précisément qui vont sortir avec des propositions. Et donc là, dernièrement, on a eu une proposition qui mérite d'avoir une certaine maturité et je vais parler précisément de Caspa. Donc, quand on va revenir sur le Caspa, là encore, nous sommes sur une proposition assez intéressante. On voit qu'il y a une action qui a été mise. D'accord, si vous voulez, c'est d'abord non seulement, c'est d'abord premièrement une copie de Bitcoin avec un accent particulier sur la scalabilité. Quand j'ai dit copie de Bitcoin, c'est très certainement parce qu'on est sur du Nakamoto consensus. C'est vrai qu'on apporte une certaine touche, bien que ce ne soit pas les blocs. D'accord, c'est quelque chose qu'il faut comprendre sur Caspa. Nous ne sommes pas sur des blocs. Concrètement dit, c'est plutôt le système de DAG qui est mis en évidence. Et donc, ça reste très intéressant. Ça reste une très belle proposition. Je ne vais pas une très bonne, non. Ça reste une très belle proposition. Et justement, ça mérite d'être apprécié. Maintenant, il faut comprendre aussi que rien n'est acquis. Alors, quand je dis rien n'est acquis, c'est du genre, il y a des gens qui trouveront déraisonné de garder certains protocoles, enfin, certaines crypto-monnaies, certains jetons, comme des jetons, comme sur une certaine période assez intéressante. Ils vont trouver ça déraisonné de garder certains projets sur une période assez intéressante. Pourquoi? Parce que ils auront justement la vision court terme. Et cette vision court terme sous-entend que on va acheter une crypto-monnaie et on va vendre. Mais regardez par exemple cet article. On dit Bitcoin, 5000 BTC endormis se réveillent soudainement. Oui, 50 000 autant pour moi. Quand on dit 50 000 BTC endormis se réveillent soudainement, d'ailleurs, tout en bas, on pourra voir le prix. Bref, en lisant l'article, on pourra comprendre la valeur, et tout, etc. Mais ce n'est pas c'est pas ce qui est important. Donc, c'est un portefeuille qui est équivalent à 2 milliards, donc qui se réveille. Et vous avez vu que au cours de ces derniers mois, ou encore de ces dernières années, on a vu des portefeuilles qui se réveillent, qui se réveillaient, autant pour moi. Et donc, ces portefeuilles-là, ce sont très certainement des personnes qui ont participé, pour la grosse majorité, aux ICO autour d'Ethereum. Et pour Bitcoin, c'était à l'étape expérimentale. Quand je dis étape expérimentale, ça veut dire que, OK, on a plus ou moins compris ce que Bitcoin voulait donner, ce que Bitcoin sera à l'avenir. On va acheter des bitcoins, on va garder, d'accord? Parce qu'il y a plusieurs scénarios dans tout ceci. Il y a d'autres qui ont acheté juste parce que, bon, c'était la tendance. Il y a d'autres qui ont acheté parce qu'ils ont compris. Il y a d'autres qui ont acheté parce que, vous voyez, le truc de, on va voir juste ce que ça va donner. Bon, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont déjà réagi comme ça sur certains projets. On va juste voir ce que ça va donner. Donc, c'est dans cette mesure-là que pas mal de personnes se sont mises à acheter du bitcoin et tout et consommer. C'est toujours, voilà quoi. C'est souvent dit, dans une révolution, vaut mieux, même si l'on ne comprend pas nécessairement, mettre le pied qu'être dehors. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les privilèges relatifs aux prémices d'une révolution. Et quand je dis prémices, c'est prémices en termes d'avantages, d'accord, en termes d'avantages de façon abstraite et les prémices en termes de personnes. Donc, les premiers, dans une certaine technologie, seront toujours mieux récompensés que les dernières personnes.
Donc, pour revenir un peu sur Caspa, il y a des gens qui, justement, ont décidé que bon, ils vont en acheter parce qu'il y a une certaine proposition de valeur. Mais bon, quand on revient sur le cas de Caspa, il faut aussi comprendre que le type Caspa, que ce soit Caspa ou encore tous les projets qui servent qui veulent résoudre le problème de la blockchain en mettant aussi une action sur la scalabilité et tout comme ça, là, on est plus sur un, une- un problème, une résolution d'émission. Donc, une résolution de scalabilité, une résolution, quand je dis d'émission, c'est le nombre de transactions par seconde, la rapidité, la course à la création des blockchains, on est dans ce même concept. D'accord? Concept de scalabilité. Maintenant, après, il y aura le même scénario. Quand je dis le même scénario, c'est que c'est la même proposition de valeur dans d'autres secteurs au sein de... Parce que n'oubliez pas que ce qui comment, fait la force du marché crypto, c'est l'apport technologique, l'apport en termes d'innovation, donc quoi, au sein même de l'écosystème de par plusieurs secteurs. D'accord? Alors, il y a plusieurs projets qui justement vont maintenant faire des propositions de valeur. Mais les projets qui font des propositions de valeur actuellement, en fait, votre mission première devrait être de voir comment est-ce qu'ils se comportent et leur évolution. Souvent, et là, j'ai fait une vidéo sur le sujet, la vidéo sera publiée. Souvent, il n'est pas toujours intéressant de nécessairement chercher, bon, ça c'est plus en période de bull market. En période de bull market, on aura plus tendance à chercher quel sera le prochain projet qui va exploser. Souvent, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est déjà de faire le bilan sur les projets qui sont là depuis et comment est-ce qu'ils ont évolué. Donc, de façon psychique, ça nous permet plus ou moins de comprendre où ira un projet, d'avoir même un seuil prévisionnel en termes d'atteinte de prix que de toujours privilégier des protocoles qui peut-être ne feront pas long feu. Et ça, on va le voir dans le canal privé demain. On va parler des crypto-monnaies, de fait de détecter les crypto-monnaies qui n'émettent plus autant. Donc, les crypto-monnaies qui sont entre guillemets mortes. D'accord? Quand je dis entre guillemets mortes, c'est par souci de modestie. Sinon, on sait qu'il y a des projets sur CoinGecko, par exemple, à peu près 50% des projets ayant été lancés pendant le bull market sont des projets qui sont morts. CoinMarketCap, n'en parlons pas parce qu'il n'y a pas ce que j'appelle un recensement euh, journalier, hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou encore annuel. Il n'y a pas réellement ça, lié au fait que on liste juste. Et il y a des personnes qui pensent faire bonne fortune souvent en achetant des projets qui, même dans la scène médiatique, ont déjà été déclarés comme étant des projets morts. Donc au final, ce sont toutes les péripéties relatives à l'investissement. Donc la nécessité de faire une analyse pointue avant même de mettre la liquidité dans un projet. Alors, il y a Monsieur Thiem Touré qui dit qu'il n'a pas de volume. Vous m'entendez bien pour les autres? Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon, moi je Salut à t'entends. celui là-bas. C'est Oui, bon. c'est bon, c'est bon. Ok, monsieur, salut C'est à chez bien. vous, hein. Voilà, donc j'étais en train de dire que oui, le samedi, demain, donc demain, très certainement, on aura un live assez épique, on aura un live assez intéressant de le canal privé. Bon, en tout cas, ceux qui ne sont pas, ce sera un plaisir de vous compter parmi nous. Et donc, j'étais en train de dire que, donc, il y aurait des propositions. Et quand on prend par exemple Axelar, d'accord? Axelar, encore, nous sommes dans quoi? Nous sommes dans la proposition relative à un problème bien précis. D'accord? C'est juste que ce sont. Ici, on parle d'un sujet que tout le monde connaît déjà. Bon, quand je dis tout le monde, j'ai majoritairement les personnes du canal parce qu'on en a parlé. On a parlé d'Axela, des projets d'interopérabilité, d'Axela, du Nervous Network, pour ne citer que ceci. Parce que, à mon sens, ce sont les deux projets qui proposent euh, non pas la cross-chain. Oh, quand je dis la cross-chain, enfin, quand on prend des projets comme Polkadot et Cosmos, d'accord? Ici, on est sur le fait d'être comme Internet, d'accord? Le fait d'être comme Internet des blockchains. C'est plus ou moins la même chose. C'est l'inter, euh, comment appeler ça? C'est l'interopérabilité de façon générale. Quand on prend Cosmos, Atom, enfin Cosmos, Polkadot, Axelar, Nervose, tous les projets qui vont, même quand on prend aussi Internet Computer, hein, nous sommes dans la même chose. Bon, maintenant jusqu'ici, il y a deux approches que j'ai aimées, celle de Axelar et celle de Nervous Network. Axelar, pourquoi? Parce qu'on va parler de ce support, d'accord? De ce support numérique, de ce support.
sur de ce support de jonction en ce qui concerne les blockchains, donc d'interopérabilité de façon générale, le fait de permettre à des blockchains de pouvoir communiquer entre elles sous un support commun, sous un support commun, c'est ce qui est très intéressant, ce qui est très important. Donc, les applications qui vont interchanger entre eux, certainement liées au fait qu'ils aient une même base. D'accord? Donc, tout ceci, ça reste très intéressant et très important. Et ils ont tout simplement proposé, ils sont en train, parce qu'ils n'ont pas encore réellement dans le fond, ils sont en train de proposer leur service sous quelque chose, sous un algorithme de consensus qui est basé sur la proof of stake. D'accord? Sur la proof of stake. Maintenant, après, ça va plutôt être, c'est précisément la même chose sur. C'est précisément la même chose sur Nervos, donc même proposition de valeur, sauf que ce ne sera plus sur la proof of work, maintenant ça va être sur la proof of stake. Donc là, on va dire qu'on a deux concurrents qui n'étant pas sur le même algorithme de consensus, essaieraient de proposer une solution face au même problème. Donc deux projets qui me semblent être assez intéressants. Et quand je dis assez intéressant, bien sûr que je ne suis pas ici en train de parler de spéculation. D'accord? Je sais qu'il y a des cracks de la spéculation, mais je ne suis pas en train de parler de la spéculation. Je suis en train de parler de l'apport technologique. Quand je dis apport technologique, c'est la faculté à utiliser le réseau sans nécessairement se soucier de si j'aurais 100 millions de francs CFA avec cet investissement ou pas. Non, là, je parle purement d'abord de l'apport technologique. Donc, ça reste très intéressant, ça reste très important. Euh, c'est ce genre de proposition-là. Et vous voyez que là, on n'est plus seulement sur là, on n'est plus sur tout ce qui est en rapport avec la vitesse et tout, la décentralisation. Non. Là, on est réellement maintenant sur quoi? On est maintenant réellement sur la proposition de valeur au sein de la blockchain, mais dans un autre secteur, donc dans l'interopérabilité. Donc là-bas, c'était plus ou moins la scalabilité, tout ce qui sera résolution du théorème de la blockchain. Là, maintenant, on va plutôt être sur l'interopérabilité. Maintenant, après, dans le même ordre d'idée, on aura d'autres protocoles, d'accord? On aura d'autres protocoles qui agiront dans dans d'autres secteurs. Bon, on aura par exemple la Real World Asset, donc la tokenisation des actifs, le financement décentralisé. Donc, il y aura tellement, tellement, tellement de trucs. Et au final, c'est bien parce que ça nous permet d'avoir une certaine orientation dans l'investissement. Donc, je sais que, OK, le marché, voici comment il veut évoluer. Il cherche à fonctionner comme ça, comme ça. Bon, normalement, ce qui est évident, c'est que si je prends dans une théorie raisonnable, il faudrait que je commence à investir, mettre la liquidité dans des protocoles qui seront enfin, par secteur, en ce sens-là, des secteurs narratifs importants pour le bull market. Donc, il n'est donc plus question d'investir n'importe comment. Voilà. Donc, là, on est un peu en train de faire le tour. C'est très important, surtout dans une période où rien ne se passe généralement dans le marché. Alors, on dit une MNBC, monnaie numérique des banques centrales, ce qu'on appelle les Central Bank Digital Currency. Une MNBC. Ça trompe énormément d'après l'ancien président des JSC. Alors, je ne sais pas si vous avez compris le jeu de mots comme moi. Oui, il y a Donald Trump qui dit que justement, s'il est à nouveau président des États-Unis d'Amérique, bah, il n'y aura pas enfin, les États-Unis ne connaîtra pas. Oui, bon, pour les gens qui demanderont, il faut savoir que quand on dit les États-Unis, c'est vrai que ce sont les États qui sont unis, c'est un pays. Donc, si vous dites les États-Unis auront, si vous êtes en train de faire une faute grammaticale, grammaticalement, ce n'est pas correct. Donc, on dit les États-Unis a. Donc, les États-Unis n'aura pas ce qu'on appelle euh, une monnaie numérique des banques centrales. Alors, pourquoi on parle de monnaie numérique des banques centrales? Euh, Bien évidemment, nous sommes toujours dans le même contexte, le contexte de migration de la monnaie, donc l'évolution de la monnaie. Cette évolution de la monnaie sous-entend que l'on est en train de quitter d'une étape à une autre. On a enlevé les métaux, on a laissé les métaux, on est parti au fiat. Bref, toutes les bases de l'économie. Et donc là, nous sommes maintenant allés dans la monnaie, on parle maintenant de monnaie numérique. On voit qu'il y a la France a parlé de l'euro,
Euh, L'Angleterre a parlé aussi de leur monnaie. Donc, chacun essaie un peu de parler. Le Nigeria, le Naira. Donc, chacun essaie de parler de ça, de sa monnaie. D'accord? Mais ça pourrait nous faciliter la vie, mais il faut savoir qu'il y a toujours double revers. Quand je dis nous faciliter la vie, c'est-à-dire que comme on est en train d'aller dans un monde digitalisé, il serait donc important d'avoir cette culture du digital. D'accord? Maintenant, après, l'autre côté, c'est que oui, mais il y aura maintenant un contrôle accentué. D'accord? Bon, c'est vrai qu'on n'est pas libre à 100%, mais c'est quand même important que l'on ait le monopole sur justement la liquidité la liquidité que l'on aurait gagnée par la sueur de notre front et pas quand on prend un pays comme la France qui vit par l'impôt, où vous mettez déjà que là, la population française se sont étouffées parce que si on gagne 3 000 $, il y a des impôts, ça nous ruine, il nous reste par exemple 200 $, tenir avec ça jusqu'à la fin du mois. Donc, vous imaginez si on peut directement avoir la même mise sur votre gain en termes de ce qui rentre et ce qui sort, ça va commencer à devenir très compliqué. Mais après, ça pourrait être tellement intéressant, ça pourra permettre de lutter contre le blanchiment d'argent. En fait, on pourrait faire que ce soit, écoutez, que ce soit des cryptos ou les monnaies numériques des banques centrales, au final, on peut tellement spéculer et faire de bonnes choses avec, mais ne- on va pas être naïf, d'accord? On va pas dire que oui, on veut être dans un monde où tout est bien à part entière. Non, le monde, de façon générale, est fait de bonnes choses et de mauvaises choses. Et c'est comme l'homme. L'homme a une portée positive et une portée négative. C'est ce qu'on appelle le yin et le yang. Le ra va à tout, le bumbaloa, le bumbayan, je ne sais pas comment vous appelez ça dans vos cultures. C'est la même chose, d'accord? Donc, alors, maintenant, après, il faut regarder la portée de tout ceci. Bon, est-ce que c'est pas juste? Est-ce que Trump a réellement réfléchi avant de parler comme ça? Est-ce que c'est pas juste une stratégie parce que est-ce que c'est pas juste une stratégie politique en ce sens où avec Donald Trump, c'est un très très grand stratège. Euh, Écoutez, ça c'est une affaire à suivre. Ça ne nous concerne pas directement, hein. Voilà, donc j'étais en train de parler de l'euro numérique avec, vous avez vu qu'il y a des réglementations qui sortent ici et là sur les crypto-monnaies. Et en Europe, on parle beaucoup d'euros numériques avec le protocole MiCA, qui justement est un protocole qui devrait rentrer en vigueur 2024-2025 pour encadrer les crypto-monnaies et tout ce qui va avec. Donc, vous voyez que pour encadrer un nouvel écosystème, il faudrait avoir autant de compétences que possible. Là, il faudrait par exemple qu'il y ait un cadre juridique. Même pas par exemple, il faudrait qu'il y ait un cadre juridique. Or, dire cadre juridique sous-entend le fait d'avoir des compétences. Non, le droit de façon normale, donc classique tel qu'on le connaît. Donc, l'objectivité et la subjectivité du droit et de tous les paramètres qui y vont, et donc toutes les différentes branches du droit. Il faudrait par la même occasion avoir des connaissances en blockchain crypto, parce que quand on va parler de l'explication juridique d'un smart contract, ou encore de coder, ou encore de programmer un smart contract purement le monde de demain, c'est un monde qui sera très certainement assez intéressant. Donc, il faudra prendre tous les paramètres là en compte. C'est une nouvelle ère. Quand on parle d'euro numérique et tout ceci, une chose sera seulement mise en évidence, c'est la compétence. Donc, je pense que nous aussi, Africains, on est censé aussi en parler. Vous voyez que ce qui est un peu aussi désolant, c'est que les autres sont à la réglementation. Écoutez, si on dit réglementation, ça sous-entend acceptation. Donc, quand les autres sont à la réglementation et à l'acceptation, nous, on n'est même pas encore à l'acceptation parce que ce n'est pas encore légal dans nos pays. Quand je dis légal, c'est-à-dire que c'est plutôt clandestin, hein, d'accord, les crypto-monnaies. Maintenant, après, pour pouvoir faire prendre conscience à nos gouvernements africains, je vais me limiter à l'Afrique noire précisément, pouvoir faire prendre conscience à nos gouvernements, bah, il ne faudrait pas seulement que nous disions, euh, cher président, demandez à nos confrères d'investir dans les crypto-monnaies parce que j'ai eu 10 millions de dollars ou bien 10 millions d'euros. C'est vrai que c'est bien d'avoir la poche, les poches pleines, mais après, il faudrait que l'on ait... Oui, parce que s'il faut, par exemple, investir dans le Bitcoin, si un pays doit investir dans le Bitcoin, vous n'allez pas dire à un président d'investir dans le Bitcoin, parce que le Bitcoin, ça va monter. Quand on sait qu'il y a à un moment donné, ça va chuter et que si justement c'est une grosse partie du PIB du pays que l'on a mis dans le Bitcoin et que très... Vous voyez un peu ce que ça implique en fait. Donc, c'est pas juste facile. Il faudrait prendre en compte tous les rouages, les notions techniques en termes d'économie, d'émission de monnaie, de stabilité de monnaie.
C'est pas aussi simple que ça. Et donc là encore, il faudra quoi? Il faudra de la compétence pour tout simplement pouvoir tout simplement gérer ça. Donc voici pourquoi je dis que, bon, si les autres sont à ce niveau et que nous encore, on est encore au niveau où un certain nombre de gouvernements investissent. Mais si nous, on est encore dans le flou, et quand je dis le flou, c'est que si nous-mêmes, on est encore en train de se tirer dessus, parce qu'on n'arrive pas à faire la différence entre un token, un vrai shitcoin, un coin, ça ne va pas le faire, ça, en fait, ça va être compliqué. Oui, oui, il y a des, non, il y a des gouvernements africains qui investissent dans les crypto-monnaies. Là n'est pas le problème. En fait, c'est pas l'investissement le problème. Le problème, c'est la portée de la blockchain au sein même du continent. Oui, parce que la blockchain pourra régler pas mal de problèmes au sein de l'Afrique. On est d'accord. Je pense on peut tous être d'accord sur ça. Mais il faudrait qu'il y ait des experts blockchain. Maintenant, il y a une différence entre être expert crypto et être expert blockchain. Être expert blockchain sous-entend que on maîtrise des généralités de la blockchain et une spécificité en termes de spécialisation. Moi, par exemple, qui vous parle, je peux pas faire du droit blockchain. Donc, me spécialiser sur tout ce qui sera en rapport avec le droit blockchain. Je suis déjà une formation sur le sujet. Mais même la réglementation, vous voyez que je suis obligé de me baser sur la réglementation française parce que si je prends pour mon pays d'origine, le Gabon, nous sommes à des années-lumière encore même. On ne parle même pas encore, comment? Il n'y a même pas encore un cadre juridique qui, 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 qui met en évidence, sinon il n'y a pas encore un cadre juridique en ce qui concerne les nouvelles technologies au Gabon. Je ne sais pas si vous voyez la gravité de ce que je suis en train de dire. Quand je prends par exemple le Sénégal, il y a des lois, deux, trois lois, qui mettent en évidence ce que l'on appelle le e-commerce. Donc, cet aspect-là même de faire du commerce numérique. D'accord? Il y a un cadre juridique. Aujourd'hui, on parle au Sénégal des contrats sur des personnes qui ne sont pas sur place, sur le territoire. Ça veut dire que des contrats à distance numérique. D'accord? Aujourd'hui, on en parle. Il y a des lois qui en parlent. Et c'est une très bonne chose. D'accord? C'est une très bonne chose. Bon, au Gabon, il n'y a même pas encore des lois qui parlent de nouvelles technologies. Je parle du Sénégal parce que pour avoir été au Sénégal pendant, ça c'est ma quatrième année, pour avoir été au Sénégal pendant 4 ans, euh, pour avoir soutenu sur, en première année, dans un travail de recherche, pour avoir soutenu sur les nouvelles technologies et précisément sur les différents types de contrats, notamment des contrats sur le commerce euh, le commerce en termes le e-commerce, donc commerce de façon numérique entre Alibaba et tout et comme ça. Pour avoir soutenu un peu sur tout ça, j'ai vu qu'il y a un cadre juridique qui justement met en évidence et fait de ça, boutique en ligne, e-commerce de façon générale. D'accord? Il y a aussi un cadre juridique sur les nouvelles technologies. Donc, à quoi est-ce qu'aspire le Sénégal demain en ce qui concerne, par exemple, les nouvelles technologies, les monnaies, le Bitcoin, le trading. Et ça va plus, quand on parle de nouvelles technologies, ça va au-delà, donc de la data de façon générale. C'est bien, en fait, tu vois. C'est une étape expérimentale, mais c'est une très bonne chose. D'accord? C'est une très bonne chose. Maintenant, quand je retourne justement au Gabon en Afrique, et quand je parle du Gabon, c'est parce que je veux juste être, je veux parler je veux me critiquer moi-même, d'accord? Quand je dis Gabon, c'est que je veux me critiquer moi-même. Mais je peux aller en disant, juste en Afrique centrale, il n'y a pas encore de cadre juridique, tout simplement, euh, relatif aux nouvelles technologies. Au Gabon, quand on te dit nouvelles technologies, on va te parler des liberties, genre des liberties, des réseaux, des mobile money, des réseaux des mobile money là. Donc, vous voyez que quand on va te parler des liberties, on va te parler des RTL. Oui, mais Liberty, c'est RTL. Ce sont des fournisseurs d'accès à Internet. D'accord? Ce ne sont ça, quoi, ils voient la nouvelle technologie. C'est pas ça. Donc, il y a encore, on est en arrière, en fait. Donc, je pense que c'est plus dans ce sens-là. Et donc, vous voyez que là, je suis encore obligé de me tourner vers la réglementation française ou encore ce que la réglementation américaine est en train de dire. Vous voyez que maintenant, à l'avenir, quand je vais devoir mettre en évidence. Bon, si j'arrive si vraiment ça m'inspire pour le faire, hein, parce que, vous savez, j'aime pas tout ce qui est routine. Donc, si à l'avenir, je me dis, bon, je suis expert précisément en ce qui concerne le droit blockchain et que je veux mettre à disposition mes compétences, vous voyez que s'il y a un choix à faire entre l'Europe et l'Afrique, à prime abord, ça va être l'Europe. Pourquoi? Parce que je vais parler aux gens d'une réalité, ou bien mon profil sera recherché dans une réalité qui est déjà actuelle. Réalité actuelle. Mais si, par exemple,
c'est en Afrique, si c'est au Gabon, je veux dire, bon, écoutez, monsieur le président, voilà, ce ne sont pas une nouvelle technologie, bon, il n'y a personne qui ne connaît ça. Donc, c'est à nous de l'apporter. C'est aussi ça, justement, c'est à nous de l'apporter. Maintenant, pour l'apporter, il faudrait déjà que on ait aussi quand même une certaine stabilité. On ne vient pas parler de blockchain et autres, etc., si nous ne sommes pas la preuve de ce que nous mettons en évidence. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais donc après, c'est juste pour vous dire que YouTube, vous voyez les vidéos qu'on fait, qu'on parle à tout le monde et tout, c'est juste, c'est comme je dis, c'est juste une sorte de partage. Mais sinon, après, ce n'est pas la finalité. Très certainement, d'ici 2025-2026, le contenu va changer. Le contenu va changer, on ne va plus parler du protocole décentralisé, on ne va plus parler des quatre secteurs. Non, ça va changer. Pourquoi? Parce qu'on va évoluer. D'accord? On va évoluer. Donc, c'est tout ce qu'il faudrait prendre en compte. Voici pourquoi je dis souvent à certaines personnes que, en tout cas pour mon cas personnel, ne vous fatiguez pas. Voilà. Et quand je parle des réglementations, écoutez, en Europe, les sociétés crypto devront surveiller les transactions supérieures à 1 000 euros. Donc là, on parle maintenant de réglementation. Et quand on dit réglementation, on dit, et ça relève de quoi? Du projet MiCA, de la loi MiCA. Donc en fait, je vais être modeste. Pour ceux qui sont en Europe, vous me corrigerez, aussi bien sur le live que lorsque certains reverront peut-être le Zoom, si je peux vu ça sur YouTube, c'est que très certainement, ceux qui sont encore dans des pays où on ne parle pas, donc je vais dire des pays en voie de développement, d'accord? Ceux qui sont encore dans des pays en voie de développement, précisément en Afrique, vous avez encore plus de chances en ce qui concerne l'investissement lié au fait que les ressources pour investir en termes d'accessibilité sont plus simples. Oui, parce que quand je dis ressources, c'est comme si je ne nuance pas, c'est comme si j'étais en train de dire que vous qui êtes en Afrique, vous avez plus de chances d'investir que ceux qui sont en Europe, en oubliant qu'il y a justement des personnes en Afrique qui ont une réalité assez compliquée. Donc, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est en termes de ressources, c'est-à-dire que si par exemple vous utilisez Binance, on ne va pas vous faire la guerre comme celui qui utilise Binance en France. Regardez par exemple, les pauvres, ils n'ont plus la possibilité de par exemple faire du trading futur librement. Ce n'est pas le cas pour quelqu'un qui est au Gabon, qui est au Congo, qui est au Cameroun. Pourquoi? Parce que je ne pense pas qu'ils aient ces restrictions avec Binance. C'est vrai que pour le Congo, précisément, les deux Congos d'ailleurs, il y a certaines restrictions. Mais bref, on n'est pas plus restreint qu'eux parce qu'il n'y a pas encore un cadre juridique ici, contrairement à là-bas. Bah, un peu. Donc, 1 000 $, ça représente. 1 000 $, c'est 3 fois rien. Ça représente un peu. Quand je dis 3 fois rien, c'est par rapport. Pas qu'il y a des gens. Pour certaines personnes, ça représente beaucoup. Mais quand je dis 1 000 $, c'est des gens sur un capital de 120 000 $. Bref, ça représente. Prenez ça, vous voyez ce que je veux dire. Ça représente pas grand-chose quand on sait tout ce qu'on peut avoir dans le marché crypto. Donc, si on doit vous contrôler à partir de 1 000 $, vous vous imaginez si vous avez 120 000 $ seulement. Donc, je ne parle même pas du million. Donc, vraiment, donc, vous qui êtes ici, prenez la crypto-monnaie au sérieux. Il y a des gens qui me disent qu'ils sont en Europe, mais ils doivent rentrer en Afrique. Pourquoi? Parce que c'est trop. Au Canada, on bloque les brokers. Il y a des brokers qui ne sont plus accessibles. Aux États-Unis, c'est la même chose. En France, même chose. Donc, vous ici en Afrique, vous n'avez pas tout ça. Généralement, quand un Africain a perdu son compte, soit c'était un piratage ou il a oublié les mots de passe. Beaucoup des cas sont où ils oublient les mots de passe. Alors, il y a la crypto Kiln lève 17 millions de dollars pour booster son service de staking crypto. Weekend, simplifier la conformité, bientôt un ETF. OK, alors, ici, ça a l'air intéressant. Alors, ici, on dit bientôt un ETF Sol. Franklin Templeton fait la promotion du réseau Solana. Il faut savoir que chaque bull market qui arrive a son narratif. Comme chaque bull market qui arrive à son narratif, et quand je dis son narratif, ce n'est pas son, hein, en réalité, c'est ses narratifs, il y aura la tendance relative à chaque narratif. Pour le cas, ce sont les ETF. C'est-à-dire qu'on aura maintenant la tendance d'ETF. Et ça, c'est une bonne chose parce que c'est l'acceptation du marché crypto. C'est l'entrée en liquidité. Mais comme après, la réalité relative à tout ça, c'est que le marché va commencer à stabiliser. D'accord? Donc, si on a un ETF spot sur Solana, ça fait que Solana devienne à l'avenir un projet qui gagne en robustesse. Donc, ça va être un projet solide, un projet qui... Donc, ça va permettre tout simplement la croissance et la stabilité, encore une fois de plus, de tout l'écosystème. Ce qui est louable, d'accord? Ce qui reste très intéressant et qui reste très louable. OK.
Bitcoin, le 18 janvier, le BTC domine le marché des crypto-monnaies depuis 2015. Tout ce qu'il n'y a rien ce qu'il n'y a rien d'étonnant. Voilà. Donc, l'actualité elle est assez intéressante. C'est très important de regarder l'actualité crypto. Vous voyez qu'à partir de l'actualité, jusqu'ici, on a tellement dit. Je suis sûr que beaucoup ont aussi beaucoup pu apprendre. Euh, alors, il y a quelqu'un qui dit, j'aimerais savoir si Binance est toujours bloqué au Canada. Je sais, je sais pas, mais je sais que j'ai des amis qui sont au Canada qui ne peuvent pas trader le futur avec Binance. Ça, c'est ce que je sais. Et je sais aussi que j'ai eu à faire une vidéo où Binance quittait le Canada. Donc, je pense que Binance n'est plus éligible au Canada. Et bon, les exchanges, généralement, seront contraints de fuir certains pays. OK, merci. Je vous en prie. Solana, entre Saga 2 et le airdrop de Jupiter, la blockchain s'envole. Bon, l'actualité sur Solana, c'est le retour de Solana était purement fondamental, hein. Purement fondamental à cause de toutes les innovations derrière. Amélioration du jeu du réseau, lancement de Saga, même le banque qui a explosé, c'était purement spéculatif. Ok, une chose intéressante encore, et je me suis dit que j'allais en parler, on a le DPEG du True USD, donc du TUSD, le stablecoin de Justin Sun, dont la panade. On a eu un DPEG du True USD, regardez, il y a eu ce DPEG là. Le DPEG, c'est le fait que il n'y ait plus une stabilité entre, enfin, c'est le fait que un stablecoin perde sa stabilité. Le principe, c'est que un stablecoin devrait être stable en ce sens de représenter 1 dollar sur le marché. Pour que ce 1 dollar soit assuré, si c'est un stablecoin non algorithmique, la réserve, donc 1 dollar représenté sur le marché, a une représentation en banque. Donc, si dépègue, c'est-à-dire que la quantité qui assure la stabilité n'est plus d'actualité, n'est plus de, enfin, n'est plus, n'y est plus. Donc, il y a de quoi maintenant se poser des questions. Donc, il y a eu un dépeg ici. Je pense Asher même, j'ai vu ça sur le compte de Asher. Il a expliqué un peu avec plus de détails. Bon, je ne vais pas nécessairement m'attarder sur ça. Ce que j'aimerais dire, c'est que plus on approche du bull market, il est donc important aussi que vous puissiez mettre l'accent sur les stablecoins que vous allez utiliser. Alors, actuellement, on sait que les deux plus gros stablecoins sont celui des Tether, l'USDT. Le second, c'est l'USDC, celui de Circle. Maintenant, au bull market, il faudra aussi que vous mettiez l'accent sur les stablecoins. Après, il y a d'autres stablecoins qui sont backés à d'autres devises, hein. Je sais qu'il y a des stablecoins sur l'or, etc. Il y a aussi le DAI, stablecoin algorithmique, dont la réserve est beaucoup axée sur Ethereum. Bon, après, c'est une illusion de décentralisation. Donc, c'est une illusion de stablecoin algorithmique parce que la grosse réserve du DAI est centralisée. Il n'y a pas plus clair, il n'y a pas plus simple que ça en termes d'explication. Crypto-monnaie, tokenisation et IA. Le Forum économique mondial souhaite reconstruire la confiance. Franchement. ETF Spot, ok. Donc, il y a eu pas mal de news dans le marché crypto durant ces derniers jours. Alors, autre chose, c'est que là maintenant, vous allez voir ce genre d'article intervenir à plusieurs niveaux. 6 projets crypto à fort potentiel pour préparer le bull run. Je ne critique pas, hein. Je ne dis pas que les analyses ne sont pas bonnes. Mais ce que je dis, c'est que euh, les sites de, les sites de news ont aussi ce que l'on appelle une politique de promotion. Je vais vous parler de mon expérience personnelle parce que j'aime toujours parler avec mon expérience personnelle. Il y avait, au bout d'un moment, c'était sur CoinTribune que le coup est arrivé. Il y avait la mise en évidence de certaines crypto-monnaies. Il y avait une crypto-monnaie qui c'était entre MetaCAD et MetaHero. J'avais publié ça dans l'ancien canal privé Telegram. C'était la promotion du site
de CoinTribune. Mais il se trouve que lorsque j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte qu'après, en fait, la crypto-monnaie était toujours sur le site, donc en termes de si crypto-monnaie potentielle et tout, nanana, nanana, mais c'était un scam. Après, je me suis dit, OK, donc lorsque vous voyez ce genre d'annonce-là, ne prenez pas ça pour argent comptant. Allez-y et faites des recherches. C'est très, très important. Donc, je sais que, bon, quand on est en bull market, écoutez, vous êtes nouveau, vous êtes à l'approche du bull market, vous êtes nouveau, vous arrivez, vous voyez un truc comme ça. Si projet a fort potentiel pour préparer le bull market, oui. Si vous pouvez être tenté de l'acheter nécessairement sans comprendre. Quand on dit si projet a fort potentiel, ça veut dire quoi, fort potentiel? Est-ce que le projet a été constructif de rentrer le bear market? Est-ce que le projet résout un problème? Ça veut dire quoi, fort potentiel? Donc, vous voyez que ça peut être juste des titres, dans le fond, ça ne sert à rien. Et tout comme ça peut être une mise en évidence des projets qui fondamentalement sont bons. Donc, il faut toujours prendre le temps de bien rechercher. Et donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est de prendre le temps de bien chercher et pas directement voir ça et dire, je ne vais pas acheter. D'ailleurs, vous voyez un peu tout ce qu'on fait de le canal privé. On essaie constamment de revenir un peu sur les fondamentaux de X ou Y projet, même si c'est 5 10 fois. Pourquoi? Parce que il est important qu'on garde ça à l'esprit. Voilà. Euh, donc, prenez l'investissement crypto maintenant plus que jamais au sérieux. Et j'étais en train de dire lors du dernier live, je ne sais plus si c'était le canal privé ou le canal public, et si j'étais en train de dire que il y a ce qu'on appelle le narratif spéculatif. Et oui, je pense, oui, je parle de ça. Je disais qu'il y a le narratif spéculatif et le narratif spécifique. Je disais spéculatif général. Le narratif spéculatif général, c'est quoi? C'est que peu importe le bull market, il y a des catégories qui vont toujours exploser. Pourquoi? Parce que ce sont des catégories qui engendrent de la liquidité. J'avais pris la catégorie même coin, gaming, fight, pour ne citer que ça. Et le spécifique, ça va très certainement être des narratifs qui ont été sélectionnés pour le bull market. Beepin, Real World Assets, intelligence artificielle, tout ça. Narratifs sélectionnés pour le bull market. Maintenant, après, j'étais en train de dire qu'il y a des narratifs qui explosent, non pas du fait de leur utilisation, mais du fait de la spéculation. Ça a été le cas avec les NFT. Bon, l'NFT là, il sert à quoi? C'est un NFT de Yuga Labs. Donc, on a vendu des singes, on a vendu des trucs comme ça. Ça a créé une bulle spéculative. Et aujourd'hui, les NFT semblent aller dans les oubliettes. Voyez un peu. Aujourd'hui, les NFT sont allés aux oubliettes. Mais la catégorie NFT reste toujours une catégorie importante. En fait, c'est un peu ce que j'essaie de vous dire un peu tout le temps, c'est que quand il y a la spéculation, ça va faire du bruit. Après, maintenant, pour que ça reparte, il faudrait que ce soit lié à une utilisation concrète. Là, par exemple, c'est ce que je vous explique aussi dans le canal privé qu'on appelle le détournement d'attention. Là, par exemple, est-ce que vous entendez encore parler d'NFT? Non. Vous n'entendez plus parler d'NFT. Pourquoi vous n'entendez plus parler d'NFT? Parce que ça a fait du bruit, les gens sont venus, ils ont acheté, on s'est rendu compte que bon, ça ne servait pas à grand-chose. Nous ne sommes pas dans une utilisation, on n'en parle plus. C'est le contexte dans lequel nous sommes actuellement. D'accord? Mais quand on va arriver au bull market, lorsqu'on va rentrer maintenant dans le cas d'utilisation, ça va reprendre des volumes. C'est comme les protocoles DeFi. Il y a beaucoup de protocoles DeFi, on n'en parle pas en fait, on n'en parle plus. Vraiment, on n'en parle plus. SushiSwap, Uniswap, on n'en parle plus, hein. Mais lorsque on va retourner dans le bull market, les gens auront l'envie de vendre. Quand ces gens voudront vendre, ça va engendrer ce que l'on appelle euh, l'offre et la demande. Et donc, ça va engendrer les cas d'utilisation concrets. Tu veux vendre sur Binance, on te dit que bon, le réseau XY est congestionné. Il faut attendre. Tu vas aller de façon décentralisée. Mais de façon décentralisée, tu vas utiliser ce qu'on appelle les agrégateurs. Uniswap, SushiSwap, OneInch, PancakeSwap. Pour ceux qui étaient là pendant le bull market précédent, vous pourrez me dire euh, si vous avez remarqué, mais PancakeSwap était congestionné. Pour swapper sur PancakeSwap, mon Dieu.
c'était, ça prenait du temps. Pourquoi? Parce que trop de personnes utilisaient le réseau. C'était la sortie du bull market. Donc, on rentrait dans le bien market. Et là, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une augmentation du TVL. Il y a eu une augmentation de l'apport en liquidité sur les différents réseaux. Et c'est comme ça que les protocoles ont pris de l'ampleur. Et on aura le même scénario. Pourquoi? Parce que ces protocoles vont entrer dans le bull market, ils vont rentrer dans leur phase d'utilisation. Là, est-ce que vous entendez encore beaucoup parler de lending et de borrowing? Non. Donc, les protocoles qui proposent de lending et le borrowing, les protocoles qui proposent des emprunts et tout, sont des protocoles qui actuellement ne sont pas trop sous l'effet des projecteurs. Pour la grosse majorité, on parle des protocoles qui se sont beaucoup cassés la face. Je vous prends un exemple simple. Je vous prends par exemple AV. AV est un protocole de DeFi qui permet de faire des achats et des ventes décentralisés, enfin, qui permet d'emprunter et de déposer de la liquidité de façon décentralisée. Bon, quand on prend AV à son pic, AV avait 661 $. Son plus bas niveau, c'était 26 $. Actuellement, nous sommes à 96 $. Nous sommes à des kilomètres de son ancien ATH. Mais beaucoup disent, ça a déjà explosé, ça ne sert plus à rien. Alors qu'en réalité, non, c'est le contraire. Là, ce sont des soldes. Ça a chuté parce que ce sont des soldes. Mais lorsqu'on va retourner dans le contexte de l'utilisation de AV, forcément, ça va repartir. Et c'est ça la différence entre la spéculation et le cas d'utilisation. Voici pourquoi je dis que ne prenez pas les crypto-monnaies à la légère. Il y a des cryptos que vous voyez actuellement, ça coûte 0, ça coûte 1 centime, 13 centimes. Quand vous allez revenir au bull market, vous vous direz quoi? Vraiment. Il y a des gars, moi j'ai des grands, moi-même j'en ai vu. Il y a un grand qui avait raté Solana. Là, je me souviens, je me formais encore beaucoup sur la blockchain et les crypto-monnaies. C'était en 2021. Solana était à 4 $. Moi, j'ai vu Solana à 4 $. J'ai même vu, il allait à son ancien ATH, à son ATH. Solana, je l'avais vu à 4 $. Mais aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement facile à croire pour un nouveau. Il dit que non. Il a dit non, ça va encore prendre du temps. Non, c'est juste que quand un projet est dans son contexte d'utilisation, ça va vite. Ça va vraiment vite. Donc, demain, dans le canal privé, on va encore sortir on va parler des projets crypto dont je parlais, euh, de, euh, de la mort, des projets et tout et consorts. Ça va être un débat assez intéressant. J'ai pas envie de vous spoiler sur l'histoire, mais en tout cas, il faudra être là. Donc, voilà quoi. Est-ce qu'il y a des questions? Questions? Ou bien vous digérez d'abord la défaite du Cameroun? Oui, bonsoir, coach. Bonsoir. Comment allez-vous? Juste, est-ce que vous avez une idée par rapport au projet qui est sur la blockchain de Solana, là? Je parle de Miro et puis et Alanos. Ok. Alanos, super. Par rapport à ces deux projets-là. Hmm, Quand un écosystème sort, quand un écosystème est en tendance, il y a ce qu'on appelle surfer sur sa vague. Donc, pour surfer sur la vague d'un écosystème, on crée généralement des projets. Voici pourquoi je vous disais qu'il y a des projets qui, lorsqu'ils naissent au bull market, finissent par mourir au bear market s'ils n'ont pas de proposition qui permettent aux gens de rester en tant qu'investisseurs. Lorsque Solana a commencé à faire reparler, on a vu pas mal de projets sortir, vous êtes d'accord avec moi? Et parmi ces projets, on avait Miro, on avait aussi Silly Dragon, pour ceux qui se souviennent, Silly Dragon. Il y avait même le tweet qui disait que le gars là, il a investi et il a gagné beaucoup d'argent en investissant, je crois, 12 $. Ça, le projet là.
pour ceux qui se souviennent. Ça aussi, c'est sorti dans le contexte de retour de Solana. Donc, c'est comme ça. Euh, Analos, c'était un même coin. Miro aussi, c'était un même coin. Ce sont les mêmes coins de l'écosystème Solana. Maintenant, comme tous les mêmes coins, la fonction première, c'est la spéculation. Ce sont les jetons spéculatifs. Ils sont dans la catégorie même, mais même de l'écosystème Sol. Dans un écosystème, il y aura des projets qui vont proposer et des projets qui vont spéculer. Donc, proposer, c'est du genre technologiquement. Spéculer, c'est du genre euh, juste là pour la tendance, quoi. Donc, c'est dans ce contexte-là que Analos et Miro et Silicoin et pas mal d'autres projets encore de l'écosystème Sol ont vu le jour. Et je m'en plaignais dernièrement, je disais que, bon, en fait, c'est parce que j'ai pas encore publié la vidéo, ça arrive. Je disais que tellement de personnes ont, tellement de per- en fait, il y a tellement de projets qui ont été lancés sur Solana à cause de la tendance spéculative qu'il y a eu dernièrement. Mais non, ça c'est, si vous me demandez maintenant, est-ce que je pense que ça peut aller loin? Je pense que sa survie dépend de son entrée. C'est entré comment? C'est entré dans le marché, dans une tendance spéculative. D'accord? Et tendance spéculative de l'écosystème Solana. Entre-temps, si Solana arrête de performer, si on n'est plus dans ce contexte de spéculation, bah, il faudra de constater que les jetons qui ont été créés pour la spéculation vont arrêter de faire le bruit. C'est cause à effet. Alors, il y a quelqu'un qui dit, moi, je préfère écrire, OK, imaginons que j'utilise un sexe ici en Afrique, puis j'immigre, attendez, puis j'immigre par exemple au Canada, d'accord? Et là-bas, le sexe est interdit. Le fait que j'ai déjà l'application sur mon téléphone en faisant des transactions, je me demande si cela ne doit pas déranger. Bon, là encore, je vais répondre de façon modeste. Euh, j'ai rarement vu, j'ai rarement vu des restrictions sur des sexes, sur des DEX, autant pour moi. J'ai rarement vu quelqu'un me dire que je ne peux pas utiliser euh, SafePal dans mon pays comme ça, comme ça. J'ai rarement vu ça. Donc, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a des pays où justement, on vous dira lorsque vous voulez télécharger l'application dans App Store ou bien Play Store, on vous dira que cette application n'est pas disponible ou encore éligible à votre pays. Voyez un peu. Donc, il faudrait par exemple que lorsque vous décidez d'aller au Canada, dans la région canadienne, on ait la possibilité par exemple de télécharger SafePal. Si par exemple SafePal, c'est le DEX que vous utilisiez depuis le Gabon ou encore un autre pays d'Afrique. Maintenant, il y a une différence entre ne pas pouvoir utiliser un DEX dans un pays et ne plus avoir son portefeuille. Vous pouvez être au Canada, Binance ne passe pas, SafePal ne passe pas, mais ça ne veut pas dire que vous avez perdu votre compte SafePal. Vous avez vos 12 mots, c'est tranquille. Le jour où vous allez rentrer dans un pays qui est éligible, là, vous allez tout simplement vous reconnecter à nouveau. Donc, c'est un peu ça. Non, je vous en Oui, prie. coach, Oui, est-ce qu'il y a un portefeuille pour stocker les tokens qui sont sur la blockchain de Solana, oui, spécifiquement pour... oui. Solana a son propre portefeuille. Le portefeuille de Solana, il est d'un nom bizarre. C'est, c'est le portefeuille fantôme. Mais les gens utilisent beaucoup Phantom plus pour les NFT.
Celui-là. Ça va plus être pour les NFT. Généralement, le cas d'utilisation, quand j'ai l'utilisais, c'était plus pour les NFT, hein. C'était plus pour les NFT. Mais il y a aussi des crypto-monnaies. Mais c'est un portefeuille de Sol, en fait. C'est un portefeuille de Solana. Hmm, oui, c'est un portefeuille de Solana. J'ai failli confondre avec le portefeuille matériel de SafePal. Ils ont un cold wallet là, des trucs comme ça. Donc c'est fantôme. Là, vous allez regarder. Maintenant, à défaut de cela, vous allez utiliser d'autres sexes. Ok, il y a des gens qui ont écrit Baby Krog en commentaire. Non, mais Baby Krog, autant pour moi. Baby Krog, c'est un même coin. Baby Krog, c'est un même coin. Maintenant, est-ce qu'il a de l'avenir ou est-ce qu'il n'a pas de l'avenir? Je pense, moi j'ai déjà assez parlé sur les mêmes coins. Donc je dis que s'il a de l'avenir ou il n'y a pas de l'avenir, il n'y a qu'une seule chose qui pourra nous le dire. C'est le futur. Maintenant, est-ce que vous avez est-ce que vous allez avoir de l'argent si vous y investissez ou si vous n'y investissez pas? Il y a aussi qu'une seule chose qui pourra nous le dire. Deux choses. C'est le fait d'avoir investi et se soumettre au futur. Mais en tout cas, pour les mêmes coins maintenant, moi j'ai déjà partagé mon point de vue, hein, et puis je laisse les gens croire comme ils veulent. J'évite avec tout ça. Donc voilà. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a quelqu'un, il y a une transformation chez Monsieur Hicham là que je n'arrive toujours pas à comprendre depuis là. En fait, il est trop en tendance seulement à l'heure actuelle là sur des projets en fait. Non, mais en vrai, félicitations. Il est trop en tendance. C'est lui qui a mis dans le chat qu'il y a le projet Pocket Network. Pocket Network, le POKT. Hmm. Ouais, je me souviens de ce projet. Je l'ai vu dernièrement. D'ailleurs, ce qui a fait en sorte que je me désintéresse, c'était l'offre maximale qui était illimitée. Mais je l'ai vu, il est en feu. Il est à contre-tendance, en fait, du marché de façon générale. Il est à contre-tendance. Alors, j'ai pas apparemment lu tout le dernier, mais tout le message. Ok, ok. Il y a M. Hicham qui a dit qu'il il est en tendance parce que c'est suite à son listing sur crypto.com avec succès au marché américain. Ah, d'accord. Ok, je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi il monte. Et la monnaie KMN que tu as présenté dans le canal aujourd'hui. Aidez-moi, je ne sais pas. Est-ce que j'ai présenté une crypto-monnaie dans le canal qui s'appelait KMN? Je ne pense pas. Je ne pense pas, Monsieur Moïse. Je ne pense pas que j'ai parlé d'une crypto-monnaie qui s'appelait KMN. Non, non, je n'ai pas présenté ça. Ah, vous êtes dans beaucoup de canaux, hein, vous confondez. KMN. Je vais revenir sur le projet là. Attendez d'abord. KMN. Non, mais le Caspa Mining. En fait, non. Je ne parlais pas du Caspa. C'est pas le Caspa Mining, en fait. C'est pas ça. Euh, comment? Le Caspa Mining, c'est tout le protocole qui a été créé pour la gestion de Caspa, comme vous pouvez l'imaginer, Caspa Mining, en fait. Et il se trouve que Caspa Mining est en partenariat avec PAL. Or, PAL, c'est aujourd'hui l'un des projets très intéressants en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Le partenariat avec PAL, c'est de mettre à disposition des bots, donc des robots, sur le système de mining basé sur l'intelligence artificielle pour booster l'activité du mining sur Caspa, en fait. Donc, c'est ça. C'est juste ça.
C'est ça de façon générale. Maintenant, après, on voit que c'est un peu en correction là, actuellement, tout ce qui va avec. Ok. Ton avis sur M0, tokenisation dans le gaming, et l'autre actif où j'aimerais ton avis, c'est Kizuna. Kizuna. Ok. Kizuna est un même coin? Même coin dans la catégorie intelligence artificielle aussi. Kizuna est un même coin, hein? Kizuna is a mimi. L'autre projet là, c'était quoi? C'était M0. Ok. M0. Méta 0. Capitalisation boursière 0, comme son nom l'indique. L'offre en circulation, rien. Total, il y a, un manque de mise à jour apparemment sur les données du projet. Chute de moins 23%. Souvent, il y a des statistiques comme ça qui nous déterminent que le projet est mort. Souvent, hein, je ne dis pas que c'est le cas. Je ne connais pas ce projet. Gaming Your Asset Revolution. Gaming Your Asset Revolution. Oui, mais je ne dis rien. Shido est très prometteur. Aujourd'hui, Mainnet réussit. Très fort potentiel. Ce n'est que le début de l'aventure. Shido. Shidori. Non, j'écris Shido, hein. Il y en a deux là. Je pense que c'est le même truc. C'est bien celui-là, hein, monsieur Hicham, ce Shido là. Ou c'est l'autre? Il y en a deux. Ok. Ok, donc c'est celui-là, d'accord? Je sais pas de quoi ça parle. Oui, bonsoir Wills. Bonsoir. Donc sur ce projet, bah, j'ai déjà fait un x10 D'accord. et comment dire, c'est un layer 1 très rapide. Mhm. Il y a pas mal d'investisseurs. Les frais sont ridicules. Et il y a comment dire une adresse qui a déjà investi. Enfin, il y a des grosses adresses qui ont acheté bah, aujourd'hui, depuis la réussite du mainnet, plusieurs millions de dollars. Mhm. Donc sur Etherscan, vous voyez. Mhm. Et donc sur le Telegram, il est pas mal fourni. Et hier, il y a eu un AMA de son CEO et il bosse super bien. Et franchement, c'est un super projet. D'accord. Merci beaucoup, hein. Donc, on est Mm. sur Layer 1. Layer 1, bon, généralement, les Layer 1 sont sur c'est plus ou moins le même problème, hein. Résolution du trilemme de la blockchain. Euh, donc, comment j'entends parler? Donc, ça s'entend que c'est un tout nouveau projet alors. Ah oui, tout à fait.
Ah, intéressant. ah, d'accord. Bon, généralement, généralement, quand un projet est nouveau, il faut faire justement un peu comme ce que M. Hicham fait. S'il dit qu'il bosse, c'est très certainement parce qu'il y a ce qu'on appelle suivi de projet. Donc, ça veut dire qu'il suit très certainement le projet. Donc, quand un projet il est nouveau, outre les stades, généralement, quand on se lance, nouveau sous-entend que ça engendre, ça fait rentrer de la liquidité. Donc, très certainement, il y a des gens qui vont venir se positionner. Le truc après, c'est est-ce qu'ils vont rester? Maintenant, pour le est-ce qu'ils vont rester là, c'est pas un truc de dire juste non, ils vont pas rester, tous les layers font ça, non. Non, il faut suivre le projet de façon naturelle, voilà, savoir que bon, ce projet-là, il y a eu X qui est venu acheter comme ça, né. Donc c'est vraiment un suivi de projet et puis voilà quoi. Bon, on voit qu'il y a Mex qui est beaucoup présent là. Mex est beaucoup présent. Euh, d'accord. Perso, je vais le suivre. Je vais non seulement analyser le code textual, et je vais le suivre pour voir jusqu'où il nous mène. Puis, merci beaucoup, hein, sûr. Ouais, normal. Ok. Qu'est-ce que je pense de Winklink? Winklink est dans la catégorie Oracle. Déjà, c'est un projet que j'ai acheté depuis, hein. Ça fait un an, depuis l'année passée. Winklink, je l'ai depuis. Euh, En fonction de ce qu'il fait dans la catégorie Oracle, je me dis que ça peut être très intéressant. Et honnêtement, c'est un projet qui n'a pas encore réellement montré son potentiel. Donc, je pense très sincèrement que sur Winklink, on peut avoir des très belles performances au bull. Voilà, pas grand-chose d'autre. En fait, le truc, c'est que Est-ce qu'il parle la grosse majorité des projets que j'ai eu à présenter jusqu'ici, le truc, c'est que on est sur le fait que beaucoup n'ont pas encore montré leur réel potentiel. D'accord. Je remarque que le seuil de 1 dollar est très important pour plusieurs investisseurs. C'est pas tant ça, hein, c'est pas tant ça le plus important. Euh, je sais que la grosse majorité des projets, on est sur du fois 100 et du fois 1000 pour la grosse majorité des projets. Donc, oui, Mister Dembélé, allez-y. Oui, ma question est relative au projet Jasmine. Effectivement, je voudrais savoir si l'objectif 1 dollar est encore possible. Qui tourne le coût de 235 millions de marques. Selon moi, mes calculs, il reste 50 milliards de. Il faudrait 50 milliards de. Un market cap pour atteindre 1 dollar. Est-ce que c'est possible? Dans le Bon, market qui soit ça. déjà, sur la question de Jasmine, le record de Jasmine, c'est 4, ça représente 4 dollars au bull market précédent. Donc, la question de 1 dollar, ce n'est pas un seuil déjà inatteignable. Ça veut dire que ça a déjà été atteint. Maintenant, est-ce que les conditions seront les mêmes? Si, pour savoir si les conditions seront les mêmes, il faut revenir sur les fondamentaux du projet. OK. Retournez un peu sur la carte, enfin, la charte. Je pense qu'on a un Jasmine qui est purement en accumulation. Le scénario de 1 dollar sur Jasmine, j'y crois. J'y crois toujours. Pourquoi? Attendez. Voilà. Donc, nous sommes toujours en accumulation sur le Jasmine. Maintenant, pourquoi j'y crois? J'y crois parce que Jasmine est dans un contexte de ce qu'on a appelé et va évoluer. Le projet en lui-même, de quoi est-il construit? Là, je ne vais pas d'abord parler du côté tokenomique parce que s'il a atteint 4 dollars dès le lancement, c'est très certainement parce qu'on n'avait pas l'émission des jetons. Donc, au niveau de la tokenomique, on n'avait pas nécessairement la même émission. D'accord? Euh, et par la même occasion, il y a eu de la libération. Donc, euh,
ça va aller, ça va aller, ça va aller aussi en ce sens-là. Quand on parle d'un projet à 1 dollar, il faut aussi prendre en compte le potentiel, enfin l'émission des jetons. Est-ce que, entre-temps, le jeton, il était inflationniste ou déflationniste? Donc, en termes de mécanisme et consorts. Bon, déjà, on voit déjà que là, on a une offre maximale de 50 milliards avec 48 milliards en circulation. On tend vers presque du 100% en circulation. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Maintenant, après, il faut aussi prendre en compte le fait que c'est quoi la mission du projet? Parce qu'en réalité, si un projet va partir quelque part ou pas, c'est aussi pourquoi le projet est là. Jasmine, pour ceux qui ont essayé d'aller lire le white paper, je pense que c'est en mandarin ou en japonais ou en chinois. Jasmine est un projet qui intervient dans ce qu'on appelle la data. Jasmine intervient dans ce qu'on appelle la data, donc les données. Et c'est comme je disais que dans ces données-là, on est plus sur des ITO, les Internet des objets connectés. On est aussi par la même occasion sur ce que l'on va appeler euh, la confidentialité. Et dans le terme de donc, quand on parle de confidentialité, data, on parle aussi de storage. Et quand on parle aussi de storage, on va aussi parler de DeepIn. Vous voyez que même ici, il y a la grosse majorité des projets de la DeepIn qui reviennent, tels que Helium ou encore IOTA ou encore IOTX. Donc, en ce sens-là, si on prend en compte le fait qu'il y aura de plus en plus de données à gérer, des projets comme Jasmine, Philcoin et consorts sont des projets qui, à l'avenir, auront tendance à être utilisés, mais là, ça va plus être pour leur spéculation. Ça va maintenant être pour leur utilisation. Donc, voici pourquoi, quelque part, même si on n'a pas l'ATH, parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, même si on n'a plus l'ATH de Jasmine à 4 dollars, 1 dollar serait tout ce qui serait raisonnable. Tout ce qui serait raisonnable. C'est pas pour rien qu'actuellement, on accumule. C'est pas pour rien qu'actuellement, nous sommes en accumulation. Et iDodge, sommes-nous également en accumulation? Et iDodge, c'est un même coin. Premièrement, Madame Catherine, bonsoir. C'est un même coin. En tant que même coin, euh, et qui doit être pris comme tel, c'est un projet dont la prise de valeur dépendra à beaucoup plus de pourcents qu'on l'imagine de, de la hausse du marché. Voilà. Il a une charte assez peu critiquable. Donc, pour revenir sur le cas de Jasmine, c'est un projet qui reste avec beaucoup d'avenir. Alors, le projet Shido actuellement utilise l'écosystème d'Axela Network. Euh, d'accord. En tout cas, ça mérite hein, pour toutes les personnes qui ont assisté au live et qui ont vu Shido. Il faut être curieux hein, dans la vie. Donc, il faut aller, check, voir dans quelle mesure le projet va évoluer et puis vous faire votre propre idée. Sur le Shido, perso, je vais check ça tout à l'heure. On est sur Ethereum, d'accord? Je vais check ça tout à l'heure personnellement. Et puis, on va voir. On va voir ce que ça va donner. Mais bon, après, Axela, c'est comme je vous ai dit, moi, perso, Axela, je pense que c'est un projet qui pourra, à l'avenir, être vraiment au sommet, à son sommet. Pourquoi? Parce qu'on est réellement sur une proposition de valeur face à un problème qui est très imminent, l'interopérabilité. C'est bon, vous avez encore des questions? Bonsoir, Wills. Hello,
Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, oui, on est là, on vous écoute. Non, non, là, on vous écoute plus. J'ai une question là, mais bon, ce n'est pas en relation directe avec le. Non, 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 là, on vous entend très mal, en fait. Allô? Oui, allô? Oui, j'ai une question là. Je peux poser directement. Oui, en fait, vous pouvez poser, mais comme on vous entend très mal, vous pouvez poser dans le chat, en fait. D'accord, il n'y a pas de souci, merci. D'accord. Wills, Oui, oui. bonsoir à tous. Bonsoir. Avant d'aller, si tu peux checker le projet Finance Lithium, c'est L, c'est LIT, L-I-L-H-I-T, je pense bien, hein. D'accord. Oui, Mister Dembélé, il y avait aussi une question. D'accord, je vais check ça tout de suite. Allô? Le problème des réseaux là, c'est chez moi ou bien comment? Allô? Oui? Oui, bonsoir, coach. Oui, oui, bonsoir. Mais le projet LHIT là, je ne vois pas ça, hein. Finance. Bonsoir. Oui, bonsoir, coach. Bonsoir. Oui, j'ai envoyé une question dans le chat là concernant RDNT, Radiant Protocol. Si vous pouvez essayer de me répondre, ça va me faire beaucoup plaisir. D'accord, ça marche. Vous savez, des projets comme Radiant, moi en crypto, non. Mon esprit n'a pas de limites. Radiant est un projet qui est intéressant. Donc, je pense que je vous avais dit que Radiant atteigne, que Radiant atteigne 67 $, ça ne va pas m'étonner. Parce qu'il y a un potentiel derrière le projet. Et c'est comme je suis en train de vous dire depuis le départ, enfin depuis le début, que il y a des projets où vous voyez à rien. Genre les projets qui ne coûtent rien. Mais au bull market. Vous savez quand cela n'a été parti, c'était comme ça, hein. Dans la blague, tac, 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 allez, boum, 200 $. Donc, ce qui vous paraît moins raisonnable aujourd'hui en termes d'atteinte de projets en fonction de leur capacité technologique ou encore spéculative, bien évidemment en considérant certains points, oui, Radiant, je le pense fermement. Voilà, fois 200 en quelque sorte. Il y a beaucoup de questions dans le chat là. Mais le projet là, ça n'existe pas ou bien le projet là quoi? L-I-H. Ah, ok, L-I-T-H. Ok. C'est L-I-L-I-T-H. Ok, Lithium Finance. Projet de l'écosystème Ethereum. C'est un tout nouveau projet, hein? C'est un projet qui n'a pas encore reçu de la liquidité. Lithium Finance est le premier protocole décentralisé. euh, Ils sont tous le premier protocole décentralisé. Fatigant, hein?
savez, quand on demande qu'est-ce que je pense d'un projet, c'est plus facile de répondre à la question quand j'ai déjà fait des analyses sur le projet. Mais comme par exemple là, c'est par exemple Lithium et tout, Finance comme ça, je m'abstiens souvent de tout commentaire. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que je fasse d'abord une recherche. Parce qu'on ne critique pas ce qu'on n'a pas étudié, on ne critique pas la sauce qu'on n'a pas goûté, mangé. Donc c'est pratiquement la même chose. Les gens qui critiquent sans avoir regardé dans le fond, c'est une critique qui n'est fondée sur rien. Donc c'est une critique destructive. Alors que la critique peut aussi être une critique constructive. Donc pour ça, j'irai d'abord check. Ma question est comment analyser un projet qui est en pré-vente et pouvoir se positionner très tôt? Puisque la majorité des préventes scam, est-ce qu'il y a des signes prévisibles pour ces derniers? Merci à vous. Déjà, il faut d'abord avoir l'information de la prévente. Qui a dit qu'une formation était en prévente? Est-ce que c'était un canal WhatsApp? Est-ce que c'était un canal Telegram, le canal Telegram? Est-ce que c'était Twitter? Est-ce que c'était la publication d'un influenceur? Qui fait la promotion de la prévente? Une fois que vous voyez qui fait la promotion de la prévente, il faudrait que vous ayez la possibilité de voir quand même sur un site de cotation si euh, la prévente aura bel et bien lieu. Donc, il faut avoir quoi, des sources fiables. Je sais que Crypto Rank, c'est pas Crypto Rank. C'est ICO des Drops. OK. ICO Drops, l'un des sites qui met en évidence les ICO à venir. Est-ce qu'il y aura des préventes à venir? Regardez par exemple Manta Network. Manta Network, on a dit l'ICO est fini aujourd'hui. Mais Manta Network, souvenez bien, hein, la question qu'il pose, c'est une question qui est intéressante. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui justement veulent acheter des projets, mais ils ne savent pas. Quand on vient par exemple sur Manta Network, on a vu que ça a été listé dernièrement. Je pense que ça a été listé sur Binance, non? Ça a fait 4000, 3000%, quelque chose comme ça. On a vu que Manta Network évolue dans quoi? On est sur du Layer 2 modulaire pour Zero Knowledge Proof Application. Donc, c'est ce qui signifie the Modular L2 for ZK Application. Donc, ici, nous sommes sur du Manta Network. Manta en question, beaucoup voient seulement que ouais, c'est en train de performer sur Binance et tout, etc. Attendez, je vais chercher ça. Manta performait là. J'ai vu Manta. Voilà. Donc, c'est là 2 $. 2 $, 17%. D'accord? Et ça a été lancé. OK. Je pense ça même déjà sa propre blog. Ça a son propre réseau, apparemment. Je ne dis pas n'importe quoi. Site de provision. Subscan. Subscan, c'est quoi? Voilà. Donc, ça a son propre réseau déjà. Ça a été lancé par Binance. Bon. Apparemment, c'est à 2 $. Fondamentalement, on est d'accord. Je ne sais pas de quoi le texte parle. Maintenant, si par exemple, je voulais participer à l'ICO. L'ICO, c'est l'Initial Coin Offering. Maintenant, ça sous-entend que toutes les personnes qui participent aux ICO financent le projet. C'est-à-dire que prennent de la liquidité, donnent, reçoivent des jetons de ce projet avant qu'ils ne soient encore lancés, et eux, ils sont récompensés en grande partie par les performances que fera le jeton lors de son lancement. Donc, ça veut dire que si j'ai déjà en vente privée, private sale, des jetons, j'aurai la possibilité de revendre lorsque ce sera coté. Voici pourquoi on dit souvent aux gens de ne pas acheter un jeton lorsqu'il vient d'être listé parce que les personnes qui l'avaient depuis vont vendre et il va se casser la face. Donc, on voit qu'ici, ça a été lancé. L'ICO, enfin, l'ICO a été lancé depuis et on voit que c'est terminé précisément hier, donc le 18 janvier. Aujourd'hui, je pense que nous sommes le 19. Maintenant, il y avait la possibilité de faire quoi? De venir sur le site ou encore de suivre Monta sur ses différents réseaux sociaux
pour voir dans quelle mesure participer à l'ICO. En fait, la participation à l'ICO, c'est un truc qui nécessite non seulement le suivi de projet, mais la communication avec l'équipe qui justement met en évidence le projet. Et les ICO, généralement, on pourra y participer par une moyenne. Prenons en fait un truc qui n'est pas encore arrivé. Là, ce sont les ICO actifs. Les ICO actives, on dit une ICO. Vous avez aussi upcoming. Ok, donc les ICO à venir. Ici, on a new. Ici, on a data, intelligence artificielle. Alors, ce n'est pas encore fini. C'est l'ICO, la levée est actuelle. Et ils veulent avoir 4 550 000, 4 500 000 dollars. Et ils sont déjà à 3 450 000 dollars. Donc, on clique ici. On a le site internet, website. On a le white paper. D'accord? Et donc, on a les tokens, enfin la quantité de tokens qui pourrait être justement prête en ce qui concerne la vente. On part sur du 27,57% parce qu'on ne va pas tout vendre ou encore tout ne serait pas mis sur le marché. OK. Et on vous dit que un TADA est égal à 0,022 USDT. Et donc, type de token ERC20, ça va être lancé sur le réseau de Ethereum. OK, donc du 19 janvier au 9 février. Donc là, vous voyez que la date limite n'est pas encore arrivée. Et on dit short of you, donc le rôle du token, c'est un utility. En l'occurrence, nous sommes sur un cas d'utility token. Maintenant, avant même d'aller là-bas, participer à l'ICO, etc., il faut faire quoi? Il faut venir sur le... qu'est-ce que je raconte? Il faut venir sur... Vous avez la possibilité de venir sur le website, donc de voir le site internet, comment il est déjà créé, conçu, de façon générale, ce qu'ils veulent faire. Mais premièrement, le plus important, c'est d'aller dans le white paper. OK. Donc là, par exemple, on a la possibilité de venir sur le white paper, mais ce n'est pas disponible. Regardez, quand je viens sur white paper, attendez, OK, on dit your device connection. Vous m'entendez bien, non? Donc ça veut dire que la connexion, ce n'est pas chez moi. Le problème de connexion, ce n'est pas chez moi, c'est chez eux. Je n'ai pas accès à la page. Je n'ai pas accès au white paper. Maintenant, après, vous avez ici social links. Donc, si vous m'entendez bien, c'est que ce n'est pas moi le problème. Donc, ici, vous avez les social links. Alors, vous avez TADA. Très certainement, ils communiquent dans Discord. Ici, ils ont un canal Discord. Et donc, là, maintenant, vous avez toutes les informations qui seront relatives à ça, genre au lancement et tout, etc. Mais je sais qu'ils travaillent avec Multivers X. Voilà, c'est comme je disais. Et donc, ici, on dit quoi? On dit KYC, your next step to your next step towards joining Tada IQ on launch. Attendez. You know your, OK, connaître votre. OK. Donc ici, on va plutôt être sur un protocole de KYC, donc de reconnaissance de clientèle. Sur quel réseau? Sur le réseau Ethereum. Comment ça s'appelle? Euh, Multivers X. Maintenant, si on retourne sur la blockchain de Multivers X, dans la feuille de route, si on retourne sur le réseau Multivers X, on va se rendre compte que c'est une étape de Multivers X qui avait déjà été annoncée. Donc, à ce niveau, TADA est un événement qui très certainement va être attendu. D'accord? Maintenant, ici, bon, on estime que vous avez déjà un peu plus ou moins, de façon générale, de quoi est-ce que le texte parle. La question de comment y participer maintenant. Donc, c'est tout un nouveau protocole qui sera créé et qui sera en étroite collaboration avec Multivers X. C'est une ICO qui est à venir. Maintenant, pour certains, il y a des boutons qui sont, il y a des options qui sont directement mises pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir participer dès le mouvement. Alors maintenant, ici, quand vous arrivez sur le site internet, disais-je tantôt, attendez, hop, j'y étais déjà là. Allez, hop, OK. Donc, vous voyez que sur le site internet, vous avez About Us. Donc, vous pouvez d'abord déjà apprendre Why did we build TADA? Donc, pourquoi avons-nous construit TADA? Vous pouvez déjà apprendre de façon générale de quoi est-ce que le texte parlera.
bêta user, 5000, task, 24 heures, bref. Bref, vous connaissez déjà tout ça. Et monsieur join or team. Donc, ici, vous avez, bon, ça c'est pour rejoindre leur team, d'accord? Code d'invitation et tout et consort. Maintenant, généralement, il y a ce qu'on appelle la communication derrière le projet. La communication derrière le projet, ça peut peut-être être par Discord ou encore par le canal Telegram où on vous donnera, parce que c'est pas donné de façon explicite, où on vous dira que, bon, OK, pour participer à l'ICO, il faudra par exemple rejoindre le canal Discord, il faudrait par exemple télécharger XY portefeuille, ou par exemple, après avoir acheté, vous allez par exemple recevoir de la liquidité, on va vous donner un lien privé. Donc, c'est tout un protocole. Généralement, c'est par Ethereum, par USDT, mais généralement, les USDT là sont sur le réseau Ethereum que l'on va tout simplement participer à tout ça. Mais je pense bien que sur le post de Multiver, attendez. Attendez, feuille de route, roadmap, blog, feuille de route. Ça s'est passé 2023, ça s'est passé, Fabric c'est passé, Word c'est passé. Euh, Attendez, transformation, build. Il y a un tweet qui a été fait le matin par Multiver X. C'est ce tweet-là que je suis en train de rechercher. Et ok, ok, ok. Ok. Donc, généralement, à côté de chaque tweet, en bas, ils vont vous mettre ça. Ils vont vous dire, par exemple, Telegram chat. Voici, il est là. On va vous dire l'application de support et tout, etc. On vous dira que on va vous donner plusieurs informations additionnelles en ce qui concerne le processus de, de participation. On va faire lire les articles, on va vous dire tout ce que ça implique de devoir participer. Ensuite, tout le reste, ce n'est qu'une question de procédure. Tout le reste n'est qu'une question de procédure. Par exemple, ici, lui là, il dit, salut, tu veux rejoindre l'aventure Tada. Utilise ce code pour s'enregistrer sur ce site. Donc, voici pourquoi je vous disais aussi que comment est-ce que vous avez entendu parler de la chose? Est-ce que c'était par exemple par un influenceur? Parce qu'à coup sûr, il aura un code de promo et tout ce qui va avec. Donc, en réalité, le problème n'est pas tant relatif à comment est-ce que participer aux ICO. Le problème, c'est est-ce qu'il y a une ICO qui est à venir? Maintenant, si l'ICO n'est pas à venir, euh, vous passez à autre chose. Maintenant, si c'est à venir, il faudrait que vous partiez d'abord sur les différents sites de cotation d'ICO pour pouvoir voir si justement vous avez la possibilité d'y participer, oui ou non. Mais à prime abord pour celui-ci, il n'y a pas la possibilité de participer directement. Je ne vois pas de moyen de participation directe. Ils sont plus sur une sorte de levée de fonds, en fait. Mais bon, les levées de fonds ne sont pas toujours accessibles à tout le monde. C'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte. Mais il y aura des répercussions sur l'écosystème EGLD, enfin Multiver X. Donc, vous avez ce site-là. Vous avez ce site-là. Maintenant, si le site-là, c'est pas bon, je pense qu'il y a aussi CryptoRank. C'est CryptoRank qui montre les ICO. CryptoRank. OK. Une fois sur CryptoRank, vous avez attendez, c'est là. IDO, ICO.
Vous voyez ici Upcoming. Vous avez Upcoming, donc vous cliquez sur Upcoming. Non, je n'ai pas envie de rejoindre. OK. Maintenant, après, ici, en bas, vous avez tout ce qui est en rapport avec ça. Si je viens, par exemple, sur... bon, je prends un truc au hasard, hein, Citizen. Je ne sais pas c'est quoi. Citizen, ici, vous avez toutes les informations relatives à l'IDO en question. Donc, lire la fondation, euh, de façon générale. Souvent, on vous met même des raccourcis en bas, hein. Comment payer maintenant? Allez, passer maintenant à l'achat, buy now, des trucs comme ça. Additional link, strategic partnership announcement, tokenomics, citizen, blablabla, citizen, blablabla, show more, etc., etc. Allô, c'est bon? Mais par contre, ce qui sera intéressant, c'est que un jour, et je, je le ferai de le canal privé, c'est qu'un jour, je décide, je vais d'abord rechercher ce que je vais trouver. Je vais faire le live, on va participer de façon directe ou encore je participerai et je vais vous montrer les étapes, étape par étape, bon, enfin, juste pour voir de quoi est-ce que le texte parle. J'en ai participé à peu près 3 ou 4, pas plus de 5. Pas plus de 5. Bon, c'est vrai que pour certaines majorités qui ne sont pas avérées, ce sont des scams en fait. Après, tu ne reçois pas et tout. Généralement, il y a un lien, mais pour la grosse majorité, ils passent par les influenceurs. C'est bon? D'accord. Je pense qu'on pourra s'arrêter là. Demain, j'ai cours. Je vous avais parlé des Avalouche. Là, on est sur 25 janvier. Gaming, catégorie Gaming Fire. Il y aura un lancement sur Avalouche de ça. AEG là. AEG Games là. L'écosystème Avalanche met en évidence beaucoup de projets Gaming Fire. Beaucoup de projets Gaming Fire. Les analyses aussi, ça reste aussi des analyses, c'est intéressant. Et voilà. Mais avant de participer aux ICO ou encore aux IDO, franchement, avant de participer à tout ça, il faudrait vraiment être sûr que c'est concret en fait. Juste que vous n'allez pas vous faire rouiller. Il faut vraiment être sûr. Bon, on n'est pas toujours sûr, hein. Mais même quand vous participez à ça, toujours des sommes que vous êtes prêt à perdre. Le problème avec les gens, c'est que même quand ils participent à des trucs, même si on dit des sommes que vous êtes prêt à perdre, ils ne voient que gagner. Bon, on part, on part. Je suis déjà un peu fatigué là. On se voit demain. Je dois concentrer toute mon énergie là pour demain. Toute mon Ok, énergie. Mhm, merci Wills. mhm, je t'en prie. Bah, donc à demain, repose-toi bien, hein. Ouais, c'est sûr. Mm. Demain, là, c'est la finale. Peut-être même qu'il y a des projets qu'on a achetés là qui sont déjà morts. Mhm. Non, je blague. Demain, c'est la finale. Ok, bon, portez-vous bien. Euh, tomorrow. Merci, bonne soirée. Savourez encore votre victoire. Non, oh, moi, je n'ai même pas joué.